Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour votre journal de 19h. Au sommaire, la COP28 à Dubaï avec la participation du prince Albert II. Nous retrouverons sur place Émilie Rousseau pour débriefer cette journée. Le 1er décembre est marqué par la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, nous recevrons le coordinateur de FightAIDS Monaco, Hervé Eschbach, pour évoquer les actions continues de l'association monégasque. On parlera sport avec du basket et le choc Monaco-Olympiakos qui a tenu toutes ses promesses avec au bout une belle fête à Gaston Médecin. Notre deuxième invité sera Jean-Pierre Chebel, le directeur technique de la Fédération monégasque d'athlétisme. Nous ferons ensemble le bilan de cette belle année 2023 avant de se tourner vers 2024, une année olympique forcément spéciale. Et puis nous terminerons ce journal par votre chronique 100% Principauté, ceux qui font Monaco, avec cette fois un passage du côté de la pâtisserie Riviera. Débutons donc ce journal en prenant la direction de Dubaï, où s'est ouvert hier la COP28. 70 000 personnes sont attendues à cet événement qui a déjà été marqué par la mise en œuvre d'un fonds de compensation pour les pertes et préjudices climatiques. Un signal fort, alors que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis aujourd'hui. Bonsoir, Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Hugo Comaza pour Monaco Info. Le prince Albert II est arrivé ce matin aux Émirats Arabes Unis pour participer à cette conférence sur le climat. Quel a été le programme de sa journée? Oui, le prince Albert II a été accueilli dès son arrivée par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et par le président de la COP28, Sultan Al-Jaber. Il a ensuite rejoint les autres chefs d'État et de gouvernement pour une traditionnelle photo de famille, avant de participer à l'ouverture du sommet mondial pour l'action climatique, où plusieurs discours se sont succédés. On peut notamment citer les mots d'Antonio Guterres, réputé pour ses phrases choc. Il a dénoncé l'impact des énergies fossiles. Il n'est pas trop tard, vous pouvez empêcher le crash et l'incendie planétaire, a-t-il lancé à la tribune. Le roi Charles III et le président du Brésil, Lula, y sont également allés de leurs mots lors de cette COP28 qui est annoncée comme un tournant décisif. En début d'après-midi, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a pris à son tour la parole lors du segment de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il a rappelé les mesures ambitieuses prises par son pays et a réaffirmé ses engagements pour reprendre le contrôle de notre destin climatique. J'en appelle à tous mes homologues afin que cet exercice ne se limite pas à un constat d'échec. Nous devons saisir la dernière occasion qui nous est donnée de limiter le réchauffement. À Monaco, dans le cadre de notre plan climat-air-énergie, nous avons pris des mesures audacieuses visant à réduire nos émissions de 55% à 2030 et placer notre pays sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Face à notre devoir de responsabilité, j'ai par ailleurs demandé à mon gouvernement de revoir à la hausse notre engagement climatique dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national en 2025 avec accord sur le mécanisme d'ambition établi par l'accord de Paris. Avec ces mots, je réitère mon plein soutien et le soutien plein entier de la Principauté de Monaco à la présidence émirati afin de faire de cette conférence une réussite couronnée d'engagements tangibles et crédibles qui nous mettront sur la voie d'un mode de développement bas carbone et résilient au changement climatique. Je vous remercie infiniment. Et on le rappelle, la Principauté s'est engagée de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et retrouvez l'intégralité du discours du prince Albert II donné à l'occasion du segment de haut niveau pour les chefs d'État et de gouvernement à l'issue de ce JT. Et puis suite à son intervention, le prince souverain a effectué une visite amicale au pavillon de la Malaisie où il a pu revoir notamment le roi Abdullah Shah quelques jours après sa visite officielle à Kuala Lumpur. Les deux chefs d'État confirment donc leur envie de travailler main dans la main à la sauvegarde de l'environnement. Ce vendredi 1er décembre est marqué par la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, et c'est une tradition en Principauté, FightAIDS procède depuis plus d'une décennie au déploiement des courtes pointes. Un hommage aux personnes décédées des suites du VIH. Je vous propose d'écouter à ce sujet la princesse Stéphanie, présidente de FightAIDS Monaco, ainsi qu'une bénévole de l'association. Elles sont au micro de Frédéric Elion et Alban Gingembre. C'est une manière de ne pas oublier, là on peut le voir, c'est plein de couleurs, c'est plein d'espoir.
Ça nous rappelle aussi qu'il faut pas lâcher le combat et continuer parce que justement, voilà, il y en a encore qui décèdent chaque année. Nous allons faire chaque fois un dessin, présenter une toile. Il faut d'abord les peindre, ensuite il faut les assembler, il faut les coudre, il faut faire des doublures. C'est dur parce qu'évidemment la peinture durcit, donc c'est beaucoup de travail. Là on en a exposé 10, tout le monde vient et même si on ne sait pas dessiner, tout le monde apporte avec beaucoup de cœur une petite touche pour que la personne qui est partie soit rappelée par nous tous. D'autres sont plus privés, des membres de la famille, des parents, des enfants. On a tellement évolué au niveau des traitements, si on est sous traitement, on n'est plus contaminant. Donc on pourrait éradiquer la propagation de l'épidémie, mais il faut pour ça que les gens prennent leurs responsabilités et se fassent dépister. Donc c'est vraiment notre message maintenant. Et voilà, et je pense que on se doit de faire ça le 1er décembre. Parce que je pense qu'à Monaco, maintenant, on est les seuls à se souvenir que le 1er décembre, c'est la journée internationale du sida. On n'en entend plus parler nulle part, ni en France, ni nulle part. Donc voilà, c'est dans la lignée de ce que mon papa voulait. On est un petit pays et on fait des grandes choses. Cette opération des courtes pointes s'inscrit dans tout le programme annuel de FightAIDS Monaco. Je vous propose à présent de faire un point sur les actions de l'association avec son coordinateur. Hervé Eschbach, bonsoir. Bonsoir. Le 1er décembre est marqué depuis 35 ans maintenant par la Journée mondiale de lutte contre le sida. Comment se déroule cet événement pour vous à FightAIDS Monaco ? Alors à FightAIDS Monaco, nous avons plusieurs rendez-vous avec la journée de dépistage Test in the City. Et le 1er décembre est la journée où nous commémorons les personnes décédées du sida et de ses conséquences avec le déploiement des courtes pointes au musée océanographique. Accompagnement, prévention, soutien, c'est à plusieurs étages que vos actions se divisent. Que représente l'aspect psychologique de cette maladie ? C'est justement là où les associations sont importantes, c'est que nous pouvons accompagner les personnes dans ce qu'ils vivent, c'est-à-dire avoir un aspect psychologique, même si nous ne sommes pas des psychologues et nous prétendons pas faire ce travail-là, puisqu'il y a des professionnels pour le faire, mais nous sommes là au quotidien pour les accompagner dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit des difficultés financières sur des aides ponctuelles, mais principalement plutôt sur de la remise en contact, de retravailler sur la resocialisation, sur les exercices physiques, reprendre confiance en soi, la revalorisation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le sida fait toujours peur ? Oui et non, parce qu'un dernier sondage de l'IFOP nous montre que les personnes ont des fausses idées sur le sida. Donc oui, il peut faire peur parce qu'on peut constater encore que des personnes pensent que le VIH s'attrape en serrant la main d'une personne ou en buvant dans un verre, ce qui est complètement faux. Donc il y a des idées fausses qui perdurent. Donc, et en même temps, les jeunes, ce sondage fait ressortir qu'ils pensent à tort qu'il y a un vaccin qui guérit du VIH, ce qui n'est pas le cas. Il y a des traitements aujourd'hui qui existent qui font que les personnes ne contaminent plus, mais il n'y a pas de vaccin. Et alors comment fait-on pour lutter contre toutes ces fausses idées ? Alors c'est le travail que la princesse Stéphanie avait donné comme mission à FightAIDS Monaco, c'est faire de la prévention, ce que nous faisons tout au long de l'année auprès de différents publics. Nous travaillons avec l'éducation nationale, nous travaillons avec les entreprises aussi, pour rappeler les messages importants de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des moyens diversifiés pour se protéger, pour éviter d'être contaminés. Le tout, c'est d'avoir conscience quand on prend un risque. Donc c'est ce message que nous devons faire passer. Une personne qui est dépistée, c'est-à-dire qui sait qu'elle est contaminée, elle peut bénéficier d'un traitement, c'est-à-dire que le virus, là, est rendu inoffensif et pour l'organisme de la personne, mais en plus, la personne ne transmet plus le virus. Cela fait 40 ans cette année que le virus du sida a été découvert en France, à l'Institut Pasteur. On a vu très récemment la réactivité des laboratoires pharmaceutiques face à la crise du Covid-19. Qu'est-ce qui fait qu'en 40 ans, personne n'a jamais su élaborer un vaccin efficace contre le VIH ? C'est tout simplement parce que nous avons la malchance d'avoir un virus qui est mutant. Donc il se multiplie déjà dans l'organisme et en plus, s'il reconnaît un traitement, il peut à un moment donné arriver à combattre ce traitement
est muté, ce qui veut dire que le traitement ne sera plus efficace pour la personne. Et du coup, il y a différents virus qui circulent, ce qui complexifie la recherche et du coup fait qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas, même si les traitements ont beaucoup avancé, il n'y a pas encore de vaccin ni thérapeutique ni préventif. Cet été, un 6e cas de guérison du sida a été recensé. 6 guérisons sur environ 85 millions d'infections depuis le début de l'épidémie. Ça peut paraître famélique, mais que représente ce chiffre pour vous? Bien sûr que l'on peut se réjouir de ces 6 cas de guérison. Enfin, on ne retrouve plus le virus dans leur sang. C'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de faux espoirs, c'est-à-dire que ce sont des cas très précis, puisque c'est dans le cas d'une greffe de moelle osseuse. Donc, on ne peut pas imaginer guérir les personnes vivant avec le VIH avec cette méthode-là. Cela reste des cas isolés et qui laissent un espoir, mais il ne faut pas qu'il y ait de faux espoirs par rapport à ces cas-là. Et c'est là tout l'intérêt d'associations comme Fight AIDS Monaco qui luttent pour pouvoir informer au mieux les populations, c'est cela? Qui luttent pour ça et qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH, que ce soit ici à Monaco 2 fois par semaine, plus d'autres actions, et bien sûr à la maison de vie que la princesse a créée en 2010. Merci beaucoup Hervé Eschbach d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Ouvrons à présent une page sport avec du basket et cette belle affiche à Gaston-Médecin hier soir, Monaco-Olympiakos, le remake de la demi-finale d'Euroleague de la saison passée. La Roca Team a livré un gros match pour l'emporter 85-77, le tout dans une ambiance des grands soirs. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Personne n'a oublié le douloureux souvenir du 19 mai et ce 27-2 fatal encaissé dans le 3e quart-temps. Après la défaite en demi-finale d'Euroleague face à l'Olympiakos la saison passée, la Roca Team a pris sa revanche jeudi soir à Gaston-Médecin face aux Grecs. Un match d'une rare intensité, plus de 2 heures de combat face à un concurrent direct au top 6. Monaco doit d'abord laisser passer l'orage à Isaiah Canaan. Le meneur inscrit 17 des 30 premiers points de son équipe avec une adresse folle à 3 points. C'est aussi longue distance que Kemba Walker s'illustre, un contre monstrueux de Corneli. Okobo remonte le ballon et sert l'ancienne star des Hornets qui met dedans. L'Olympiakos passe devant juste avant la mi-temps sur ce drive avec la faute de McKissic, 39-38. Les 2 équipes font jeu égal, John Brown est omniprésent. Eli Okobo, au talent, rentre un gros tir en fin de possession. Côté grec, Peters plante 11 points dans le 3e quart-temps. À 2 minutes 40 du buzzer final, le score est de 71 partout. Mike James active alors le mode patron, un premier tir mi-distance, un autre à 3 points. Le numéro 55 inscrit 10 de ses 24 points dans les 3 dernières minutes et offre une très belle victoire à la Roca Team, 85-77. Très content parce qu'on a une autre revanche. C'est sûr qu'on avait un goût amer dans la bouche après le match du Final Four, donc c'était important pour nous de marquer les esprits et de se rattraper avec ce match-là. On a réussi à les agresser, à être dur avec eux et ça a été un gros combat, sincèrement ils se sont battus, ils n'ont rien lâché et dans les dernières minutes on a réussi à repasser devant. Ils étaient à 6-4 comme vous avant le match et le genre de victoire qui compte presque double dans la course au top 6. Clairement, c'était un match qui vaut double comme tu l'as dit c'était important et honnêtement très content. Avec cette victoire face à un concurrent direct, la Roca Team remonte à la 3e place du classement avec 7 victoires et 4 défaites. Prochain rendez-vous pour la Roca Team ce dimanche avec le choc face à Paris, 2e de Betclic Elite. Puis les Monégasques s'envoleront pour Belgrade afin d'y affronter le Partizan en Euroleague mardi. Retour à Dubaï, en même temps que la COP28 se déroule le tournoi international Open de l'Emirates Dubai Sevens. Les Impies, équipe créée sous l'impulsion de la princesse Charlène et la fédération monégasque de rugby ont frappé fort d'entrée avec 2 victoires, 43-0 et 12-5. La compétition continue demain avec un match à 13h heure française.
À l'aube de 2024, il est l'heure de tirer le bilan d'une très belle année 2023 pour la Fédération monégasque d'athlétisme, entre événements à succès et résultats brillants en compétition. Ce soir, nous recevons un directeur technique que l'on imagine fier. Bonsoir Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Je le disais, la Fédération monégasque a vécu une très belle année 2023 et ce sur tous les points. C'est vrai que ça a été une année chargée et puis une année particulièrement, je dirais, faste. Alors l'année 2023 va parler évidemment des résultats sportifs. D'abord avec Théo Andan, le champion de France du 400 mètres et vice-champion du monde du 4x400. Il est plus que jamais le porte-drapeau de la Fédération monégasque d'athlétisme. C'est vrai qu'il a été, je dirais, merveilleux à Budapest. D'abord, il a participé à ce relais 4x400 mixte et il en a été, je dirais, un des éléments, je dirais, fondamental. Et puis après, surtout au 4x400 masculin, c'est lui d'abord qui qualifie l'équipe pour la finale et qui, en finale, arrache quand même cette deuxième place, cette merveilleuse médaille d'argent derrière les États-Unis en battant le record France de la discipline. Vraiment un succès extraordinaire. Il y a évidemment Théo Andan en tête d'affiche, mais c'est finalement tous les licenciés de la FMA qui ont brillé cette année, notamment au jeu des petits États. Oui, en effet, on a eu, je dirais, la chance, enfin les résultats importants de gagner 3 médailles d'or à ces Jeux des petits États. D'abord au saut à la perche avec Jean Voloc qui donc gagne cette épreuve avec un saut de 5,30 m. Après, c'est Théo Andan qui gagne l'épreuve individuelle de ce 400 mètres. Et en plus, il participe au 4x400 mètres avec 3 autres copains, donc avec Saxi Carib, avec Giovanni Molino, Thomas Mironenko et lui pour terminer. Donc ils ont une victoire en battant le record des Jeux de cette discipline de 4x400. Alors ça c'est pour le côté sportif, mais il y a évidemment des événements que vous organisez. Hercules, Monaco Run, Cross du Larvoto. Il y a eu des records à tous les étages cette année, mais surtout un nombre de participants qui ne faiblit pas. Qu'ont représenté ces 3 événements pour la FMA en 2023 ? C'est en effet, on a eu un très grand succès, vous l'avez dit, avec le Monaco Run, donc avec 2 nouvelles disciplines qu'on a ajoutées. Et on a là, je veux dire, explosé nos records, le nombre de participants, avec de très bons résultats. Sur le résultat sportif, bien entendu, je pense qu'il faudrait parler de Jimmy Gressier qui bat le record d'Europe du 5 km. Je crois que c'est quand même un résultat exceptionnel. Cette année, c'était donc le 37e meeting Hercules. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition qui a été, je crois, particulièrement réussi? Je crois que l'événement majeur exceptionnel, ça a été le record du monde parfait Kipyegon sur le mile. Elle réussit 4 minutes 07 secondes 64 au mile sur cette discipline, qui est un exploit parce qu'elle pulvérise le record précédent. Et derrière elle, elle attire tout un lot d'athlètes qui ont fait des résultats exceptionnels, aussi bien pour avoir des championnats d'area, de région, c'est-à-dire de continent, que des records nationaux, puisqu'on est content d'avoir 6 records continentaux, mais aussi 9 records nationaux entre cette épreuve, le 5000 mètres des hommes ou le 3000 steeps des hommes. Je crois que c'était vraiment un très bon cru. Alors, j'imagine que cela fait quelques temps déjà que vous préparez 2024. C'est une année olympique. En quoi est-ce différent des autres années ? Une année olympique, c'est toujours une année difficile. Difficile au niveau athlète, pour recruter les athlètes, parce que bon, certains veulent faire des choix de stage. En plus, ils ne sont plus encadrés par des fédérations, mais ils sont encadrés par un comité olympique avec lequel on a moins de relations. Donc c'est vrai que c'est tous les jours une année un peu plus difficile. En plus de cette année olympique, il y aura aussi les championnats d'Europe par Rome. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a beaucoup d'athlètes et beaucoup seront, je dirais, contents de venir 3 semaines avant les Jeux olympiques, enfin la partie athlétisme des Jeux olympiques, seront contents de venir, je dirais, se préparer, faire les derniers réglages sur la piste de Monaco. Pour 2024, y aura-t-il des nouveaux événements en principauté ou des nouveautés sur des événements déjà existants ? Alors là, déjà, on a prévu quelque chose de tout nouveau, en effet. C'est sur notre Monaco Run, donc du 10 et 11 février.
On va faire la course en 2 fois. Le samedi, on va reconduire notre City Trail comme on l'avait fait l'an dernier, mais on va y ajouter maintenant un trail du Montagel, c'est-à-dire que les sportifs, quand ils auront fait la partie monégasque de leur trail, ils continueront jusqu'à la Turbie et le tour du Montagel. Et je pense que cette course, qui à mon avis va vraiment être pour les plus aguerris, parce que c'est 30 km et 30 km quand même avec un beau dénivelé, et je pense que ça sera costaud. Alors on a parlé évidemment des résultats sportifs, de toute la résonance internationale. Parlons à présent, on va dire, des licenciés à l'échelle locale. Que représente la FMA en termes de licenciés et de participation à des compétitions locales? Un club qui compte plus de 400 membres, avec des athlètes qui sont en compétition, je dirais, tous les week-ends, pour ainsi dire. Ils étaient à Miramas pour des championnats des jeunes, ils seront en déplacement, ça peut être des crosses actuellement, fonction des spécialités. C'est vrai qu'on a un club qui est très vivant, qui est très actif. Merci beaucoup Jean-Pierre Chebel d'avoir été avec nous et on vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour 2024. Je vous en remercie. L'association européenne que l'on appelle INEDI et l'Institut audiovisuel de Monaco organisent en ce moment même en principauté les 33e rencontres consacrées au cinéma amateur entre conférences, workshops et projections. Voici le reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Une cinquantaine de professionnels représentant des cinémathèques de plusieurs pays européens sont actuellement en principauté de ce jeudi à samedi. Ce sont des chefs de service, des techniciens ou encore par exemple des documentalistes. Et ils ont choisi l'Institut audiovisuel de Monaco pour organiser cette 33e édition des rencontres inédites. La thématique centrale de ce rendez-vous consacré aux cinéastes amateurs, les formes et les couleurs. Se réunir à 50 autour d'une structure qui invite, donc cette année à Monaco, c'est permettre à la structure de faire voir ses équipements et d'organiser des ateliers de travail collectif. Donc on a travaillé sur l'exposition, sur la projection, sur comment rendre la couleur au film, comment le film sonore peut être numérisé aussi. Voilà, donc c'est des choses, des savoir-faire de l'Institut qui sont mis en partage et qui bénéficient du coup à nos collègues de la même manière que quand on va chez eux, on bénéficie de leur savoir-faire. Ces rencontres ont réuni des représentants de Cinémathèque de France ainsi que plusieurs pays d'Europe comme l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore la Bulgarie. Alors les rencontres des inédits, c'est déjà une rencontre de professionnels. On se réunit chaque année entre professionnels des cinémathèques françaises et européennes pour travailler un petit peu sur les enjeux de nos métiers, se réunir, partager des connaissances et faire le point un petit peu sur notre secteur. Pendant 3 jours, l'Institut audiovisuel a organisé des projections, des conférences ou comme sur ces images, des ateliers. 4 ateliers en simultané, toujours en ce qui concerne le cinéma amateur, que ce soit la couleur des films, le son, la photographie ou encore par exemple la mise en exposition du cinéma amateur. Il s'agissait là des 33e rencontres de l'association européenne INEDI, 20 ans après les avoir accueillis à Monaco une première fois. Ce jeudi soir, à la maison diocésaine se tenait une conférence organisée par le diocèse de Monaco intitulée « Arménie, peuple en danger de mort ». Un événement pour sensibiliser encore un peu plus à propos du conflit du Haut-Karabakh, une région occupée à 99% par les Arméniens mais qui est pourtant revendiquée par l'Azerbaïdjan voisin. En septembre dernier, les Azerbaïdjanais, avec le soutien de la Turquie, sont repassés à l'attaque et ont forcé l'exil de 100 000 Arméniens. Prenons à présent la direction du collège Charles III où des conférences pour les parents d'élèves sont organisées tout au long de l'année. L'objectif est de leur faire comprendre comment fonctionnent les outils numériques à l'école. Ces mercredis numériques sont accessibles pour les parents de la 6e à la terminale. Ce mercredi, l'objectif était de les mettre en immersion dans une classe. Un reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Des parents de retour sur les bancs du collège. Tous les 2 mois, des conférences pour les parents d'élèves sont organisées pour qu'ils puissent comprendre le quotidien de leurs enfants dans l'univers de leur classe numérique. On a eu une explosion ces 10 dernières années des nouvelles technologies qui s'est répercutée dans l'éducation. Et aujourd'hui, la manière d'apprendre d'un enfant, elle n'est plus du tout la même que celle de leurs parents avant. Souvent, quand vous avez un parent qui est à la maison avec son enfant sur l'ordinateur et qui fait ses devoirs, il a l'impression que l'enfant joue. Il se dit ça ne peut pas être un cours, il ne peut pas être en train de travailler parce qu'il y a des hologrammes, il y a des animations de réalité augmentée et autres. Et il est bon que les parents s'imprègnent de ça pour comprendre que les méthodes ont changé aujourd'hui. Qu'ils soient sur place ou en distanciel, les parents ont assisté à des temps pédagogiques numériques organisés par le professeur d'histoire-géographie, de SVT et de mathématiques. Nous, on essaye de travailler sur 2 sujets. Le premier, c'est comment est-ce
qu'on apprend mieux grâce au numérique et comment est-ce qu'on apprend le numérique. Donc le numérique a certaines valeurs pour mieux transmettre de l'information et servir la pédagogie des enseignants, mais aussi ce qui est très important, c'est d'apprendre aux élèves qui vont travailler dans un monde numérique, de leur apprendre à maîtriser les outils et à maîtriser les codes et les risques du monde numérique, comme par exemple la cybersécurité. La cybersécurité sera justement l'objet du prochain mercredi numérique. Les parents pourront continuer de soutenir leurs enfants tout en étant informés des potentiels risques. En bref, sachez que le spectacle musical Madagascar a posé ses valises au Grimaldi Forum pour ce week-end. L'adaptation du film d'animation des studios DreamWorks en comédie musicale vous est proposée samedi à 15h30 et 19h et puis dimanche à 15h. Aujourd'hui, les plus gourmands auront entamé leur calendrier de l'Avent parce que la période de Noël, c'est aussi les gâteaux, les chocolats et évidemment les bûches pâtissières. Pour votre chronique Ceux qui font Monaco, nous retrouvons Christine Datomel près d'une célèbre pâtisserie monégasque. Oui, aujourd'hui c'est dans un lieu qui vous rappellera forcément un souvenir d'enfance que je vous emmène. Ouvert depuis 1955, la pâtisserie Riviera fait le bonheur des enfants à la sortie de l'école, mais aussi des parents. Cette boutique est née dans les années 1900, c'était 1955, grâce à l'idée de deux pâtissiers de Monaco, monsieur et madame Ardoin, qui ont créé cet univers. Et depuis, la pâtisserie Riviera était toujours le point de référence pour la clientèle monégasque, parce qu'ils ont créé cet univers fait par des gâteaux, de la pâtisserie, des chocolats. Et surtout, la chose très importante, c'est qu'ils créent les gâteaux, comme aujourd'hui encore nos pâtissiers, à côté de la boutique. On a 4 pâtissiers qui arrivent à 4 h du matin et qui préparent les viennoiseries, les gâteaux, le chocolat. Donc c'est vraiment cette attention pour les matières premières et surtout pour la fraîcheur des produits. On essaye de faire des propositions le plus possible variées. Par exemple, on a une gamme sans gluten qui est beaucoup appréciée par nos clients. Sans gluten, mais c'est très bon, dans le sens qui est fait avec de la poudre d'amande. Et après, on a nos spécialités, les gâteaux au chocolat, on a des spécialités de la pâtisserie russe, de la tradition russe, et bien sûr, tous les gâteaux de la tradition française. Nous, on a toujours des collections. Cette année, par exemple, pour Noël, on s'est inspiré au Noël de la tradition, donc de l'époque victorienne, parce que dans des moments pas faciles, je pense qu'on a besoin de la tradition. Donc, on s'est inspiré pour l'époque, pour les couleurs, pour le choix des rubans, des boîtes. Évidemment, après tout ce qu'on va mettre dans nos coffrets. C'est magnifique parce qu'à 16 h, la boutique elle est inondée d'enfants pour les viennoiseries, pour les gâteaux. Et c'est vraiment là, on se rend compte que la pâtisserie, c'est le pays aux merveilles pour les enfants. Et puis une nouveauté pour la maison Riviera cette année, pour accompagner peut-être vos gâteaux, notamment durant la période de Noël. Une bouteille de champagne vient de sortir, elle s'appelle Riviera, en hommage à l'établissement. Le champagne est issu d'un petit viticulteur venu évidemment de Reims. Le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion avant de refermer ce journal. Frédéric, allons-nous enfin revoir un peu de soleil ce week-end ? Oui, rassurez-vous Yannick, la dépression orageuse est passée, donc la pluie ne tombera plus en principauté ce week-end. Le soleil brillera toute la journée samedi avec des rafales de vent à 60 km/h. Côté thermomètre, il fera 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. Samedi 2 décembre, ce sera la Sainte-Viviane. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien sur Monaco Info. Juste après le journal, retrouvez le discours en intégralité du prince Albert II prononcé aujourd'hui à la COP28 face au chef d'État. Juste avant cela, profitez des magnifiques photos d'Emmanuel Vitali prises ce jeudi soir à l'occasion du match entre la Roca Team et Olympiakos. Passez une excellente soirée, à demain.